Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Véronique Allois du département commercial international de CIPE. Aujourd'hui, le webinaire traite sur une étude de cas sur l'analyse non linéaire des assemblages dans les structures métalliques par éléments finis. C'est mon collègue Antonio Martinez qui va faire la présentation. C'est un ingénieur du support technique de notre société. Eh bien, puisqu'on n'a pas trop de temps, c'est une petite présentation d'une demi-heure. Je vous laisse avec lui. Si vous avez des questions cet après-midi, demain, en dehors de la présentation, je vais vous mettre mon mail sur le chat, comme ça, vous n'aurez aucun problème de pouvoir me joindre. Eh bien, voilà, Antonio, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Encore une autre fois, Antonio Martinez qui va être là pour pouvoir continuer avec cette séance qu'on a programmée sur le logiciel CIPE Connect Steel. Cette fois-ci, on va parler de l'analyse non linéaire des assemblages dans la structure métallique par éléments finis. On va aller un peu dessus sur les particularités du logiciel. Je vous laisse savoir avant de continuer si tout le monde m'écoute et me voit. Véronique, tu vois mon écran? Oui, Antonio. Oui, Parfait. on voit ton écran. Bon, dans ce cas, je vais couper ma vidéo pour avoir la plupart des informations de la fenêtre. OK? Bon, et la semaine passée, mardi, on a vu la présentation du logiciel. On a vu toutes les démarches qui nous permettent d'arriver à créer le logiciel. Mais avant d'entrer un peu en profondeur sur les particularités de l'implémentation, je crois qu'une fois, on doit donner une définition de CIPE Connect. CIPE Connect Steel est un logiciel pensé pour faciliter la conception des assemblages pour les structures métalliques. Il permet l'évaluation de la résistance, déformation et sécurité de tous les éléments de l'assemblage en appliquant les critères des normes implémentées. Partant de la définition géométrique de tous ces différents composants de l'assemblage, profilés, plaques, raidisseurs, vis, soudures, etc., le logiciel génère un modèle d'éléments finis en tenant en compte un comportement non linéaire des matériaux, géométrie, éléments de contact. Le modèle sera calculé par le moteur de calcul OpenSystem développé par l'Université de Californie, Berkeley, permettant l'estimation des contraintes et des formations de chacun des composants et par la suite permettre la vérification de sécurité structurelle du modèle avec la norme qui est logiquement implémentée. Donc, avec cette définition générale, nous allons aboutir, bien sûr, en quelque part du logiciel, on va voir l'appel à l'OpenSys qui va permettre de résoudre notre cas. Bon, avec cette introduction, on va revenir sur le logiciel. L'environnement du logiciel, c'est celle que nous sommes en train de voir, qu'on a déjà expliqué la semaine dernière, que bien sûr, nous pouvons choisir les normes attachées pour les vérifications. Nous avons les bibliothèques des différents éléments et le logiciel peut fonctionner de façon isolée ou il peut s'alimenter des informations des autres logiciels. C'est ce que nous avons appelé la semaine passée le flux, non? Le flux des informations. Ici, nous pouvons le voir d'une façon générale sur cette image. Cette image nous permet de voir la situation de CIPE Connect, c'est le logiciel qui est là au centre, et bien sûr, elle peut travailler de façon isolée ou peut saisir les informations qui peuvent venir de CIPE4, de CIPE3.2, ou bien si on a chargé avec le IFC Uploader un projet sur la plateforme BIM Server, et on va pouvoir saisir les informations comme les profilés, la géométrie de la union pour définir toutes les opérations pour faire notre connexion. Et la sortie, bien sûr, on va pouvoir faire une sortie directe ou en connexion avec StreamBeam Steel pour les autres sorties. Ça, c'est un peu en général du flux qu'on ne va pas revenir sur ça, mais c'est pour vous centrer. Donc, on va revenir avec le logiciel.
Et la plupart des temps, on avait une liste des éléments et avec profilé, on pouvait gérer les profilés qui étaient là. Dans ce cas, on a un porteur, poteau, et une poutre V1 avec la définition de la section. Et avec assemblage, c'est là où on faisait toutes les opérations qu'on avait besoin. Ici, peut-être c'est cette partie qui va nous permettre de faire le design ou la conception du modèle géométrique. Et le logiciel va faire le reste, non? Il va créer par les éléments qui seront nécessaires pour plus tard envoyer avec le moteur Apen6. Comme on a déjà dit, on a les éléments plan de référence qui vont nous permettre d'utiliser pour le recouper, les profilés qui pourront ajouter pour élargir et les plaques qui seront insérées. Bon, ici, nous sommes en train de voir un cas très simple où seulement on a fait un ajustage par rapport, si on décroche cette opération, on voit que initialement on avait deux barres qui arrivent dans un joint. On a fait un ajustage et bien sûr, on a mis des soudures et on a eu ça. Avec l'option calcul, on va pouvoir voir les résultats une fois le modèle a été géré. Bon, c'est un peu un appel. Vous voyez au fond là, le lycéen il appelle Apen6. Bien, et cette partie, c'est un peu pour vous rappeler un peu ce qu'on avait parlé la dernière fois. Après le calcul, bien sûr, nous allons pouvoir entrer et voir les taux de travail maximal de tous les éléments qui composent notre assemblage et nous pourrons revenir voir la contrainte de von Mises sur tous les éléments, bien sûr, et on peut voir la déformation équivalente et bien sûr le déplacement. Bon, ça c'est le résultat. Bien sûr, ce n'est pas ce qu'on voulait parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on voulait parler les éléments. Non, on a déjà dit que ça, le logicien à partir des opérations simples qu'on a mis, il va gérer la création du modèle élément fini. Le modèle d'élément fini, c'est de type shell. Le type shell, il est composé par le type plaque pour saisir les moments fléchissants hors de l'élément et le type membrane pour avoir le comportement de tension plane de cet élément. Bon, comme nous voyons, dans la plupart des cas, nous allons avoir ce qu'on appelle les plaques de connexion ou les plaques de profilés dont on va vérifier la condition qu'une des dimensions est plus petite que les deux autres. Donc, l'élément qu'on a choisi, il est idéal. C'est un élément triangulaire qui va être saisi. Et bien sûr, cette génération de mailles va pouvoir, avec option de calcul, voir comment on peut le changer, non? La taille des mailles qui va être considérée. On va revenir plus tard aussi pour parler de la longueur pour le calcul des contraintes moyennes. Et si on a utilisé d'autres utiles qui ne travaillent pas par élément fini, par exemple la méthode des composants, nous pouvons voir que la vérification sur les longueurs ou dans ce cas les soudures se font d'une façon moyenne. Mais quand nous utilisons un élément un peu plus puissant comme le calcul par élément fini non linéaire, et on va pouvoir, pour ce cas, voyons ce qui se passe là. Si je reviens, je demande taux de travail maximal. Et on revient sur contrainte de von Mises et nous essayons de montrer bien la fenêtre. Par exemple, ici, nous allons voir que, et contrairement à ce qu'on pensait, quand on a une soudure qui est longitudinalement, on va voir que les contraintes sont plus concentrées aux extrémités de la soudure. Donc, l'option que nous avons là, option de calcul, qui va permettre de gérer la longueur pour le calcul moyen des contraintes, va nous permettre, par exemple, d'aboutir à, je vais montrer notre, voyez,
Dans un cas normal, plus exact, nous allons voir que ces contraintes sont proches aux extrémités. Si nous faisons le calcul de la contrainte de vérification de la soudure, nous pouvons surdimensionner. Donc, on laisse à l'utilisateur choisir une longueur pour calculer la contrainte moyenne. Si la longueur introduite dans le logicien, par exemple, si cette longueur il est égal à la longueur de la soudure, bien sûr, on va avoir une contrainte moyenne plus petite. Par rapport, si la longueur introduite, il est proche du point où nous avons la concentration des efforts, on va avoir une contrainte plus forte. Bon, bien sûr, il ne s'agit pas de surdimensionner parce que les méthodologies conventionnelles, déjà, ils font une contrainte moyenne. Donc, nous devons mettre, si nous voulons faire une contrainte moyenne égale au calcul traditionnel qu'on fait à la main, la longueur qui doit être introduite ici doit être supérieure. Par exemple, si on met 500, on sait que aucune longueur de notre soudure va aboutir à cette dimension-là. Donc, on va avoir une contrainte moyenne exacte comme on fait une méthode conventionnelle. Ou peut-être dans l'avenir, on va voir la possibilité de mettre, en plus de la longueur, pour le calcul de la contrainte moyenne, mettre par exemple un pourcentage de la longitude de la gorge. Bon, mais mon conseil, c'est mettre une longueur qui est au moins égale à 75% de la longueur de la soudure plus longue dans le modèle. Dans ce cas, nous avons seulement un seul. Et si nous revenons, bien sûr, sur le PowerPoint, ça va nous permettre un peu de comprendre, non, comment va fonctionner ce paramétrage pendant le dimensionnement ou la vérification des contraintes sur les studios que nous allons incorporer. Bon, c'est un paramètre qui va être important de l'utiliser. Si nous serrons la fenêtre, nous revenons par exemple sur l'option génération de puits. Cette option-là va nous permettre de saisir les informations qui sont déjà mises dans d'autres logiciels, par exemple dans CP32. Et cet ouvrage a été mis directement, donc on ne peut pas bénéficier de cette option. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, on ferme seulement cette fenêtre et on va charger un des ouvrages que nous avons, par exemple celle-là, qui a été fait, bien sûr, nous avons l'ouvrage qui était fait dans CP32 avec la commande BIM Server Center, on l'a lié avec un projet de notre compte du BIM Server et plus tard on a fait l'exportation. Quand on a fait l'exportation, on s'est assuré de crocher cette option-là. Une fois l'exportation a été faite, comme déjà certains le connaissent, le synchronisateur s'est chargé de partager cette information sur notre compte et plus tard, nous l'avons fait la mise à jour par rapport à ce modèle qui a été exporté. Le résultat, bon, quand nous faisons la définition de n'importe quel nœud, par exemple celui-là, nous faisons son assemblage, nous décidons les opérations qui vont être faites. Par exemple, si nous revoyons ce qui a été fait, originalement, on avait ça. Cette rencontre entre barres, on a découpé l'aile supérieure, vous voyez? Et on a découpé l'aile inférieure et on a ajouté une soudure. Bien, si nous allons dans le calcul, tout ce pas-là, et on a bien fait ça dans le premier webinaire, mais je suis en train de préparer l'option pour revenir sur des aspects de calcul qui vont être importants. Si nous revenons depuis le modèle BIM, comme ce n'est pas un modèle qui est mis par nous, on a saisi l'information, on aura aussi la possibilité de faire l'importation des informations. Et comme
comme on peut déjà prévoir, ce n'est pas la même chose quand on met les charges manuellement. Et comme ingénieur, on tend à mettre les efforts pessimum. Par contre, quand nous faisons l'importation, on peut importer toutes les combinaisons qui sont faites. Je vais revenir sur CP32, par exemple, et à niveau d'ouvrage données générales, hypothèse additionnelle. Comme vous voyez, pour le calcul de ce petit modèle, j'ai mis l'hypothèse de poids propre, charge permanente, charge d'exploitation et j'ai ajouté une hypothèse de vent. Bien sûr, ça va générer, après le calcul, si nous venons avec effort, par exemple, toutes les barres, nous allons au lieu d'hypothèse simple, nous allons dans acier formé, laminé et reconstitué, soudé. Nous voyons toutes les combinaisons qui vont être générées. Si nous devons calculer notre assemblage avec toutes ces combinations, et ce n'est pas un calcul linéaire, c'est non linéaire. Donc, il y a des processus d'itération, il y a aussi des escalons de charges qui vont être mis. Donc, le temps peut être très important pour le calcul. Donc, ici, nous voyons seulement les combinaisons qui plus tard seront générées. Donc, on revient maintenant avec le logiciel. Cette fenêtre va nous permettre, bien sûr, d'utiliser certains critères qui sont très bons pour réduire le chargement de certaines combinaisons qui ne sont pas intéressantes pour le calcul de l'assemblage. Si par exemple, nous faisons un filtrage à un 100%, ça veut dire que ici on a des critères qui vont permettre de chercher parmi toutes les combinaisons celle qui a l'effort axial supérieur ou égal à un 100% de la valeur maximale. Donc, de cette façon, tout ce qu'ils ont un effort axial moins de 100% seront été filtrés. Bon, si nous laissons ce critère pour tous les charges à 100% avec une valeur minimale de référence pour permettre le filtrage et on accepte. Si plus tard nous allons sur charge et nous allons sur l'élément qui n'est pas porteur, celui-là, on va voir que le filtrage a mené seulement une hypothèse. Et dans ce cas, parce que même la charge de l'effort axial était, dans ce cas, c'est le critère de l'effort tranchant qui a été décidé pour le chargement. Si nous revenons, et cette fois-ci, au lieu de mettre un 100%, nous, par exemple, nous mettons un 0% et on accepte et nous revenons sur les charges. Nous voyons que toutes les combinaisons ont été chargées. Ça va prendre bien sûr beaucoup de temps pour le process de l'analyse du comportement de notre assemblage. Donc, ça va vous donner un peu l'expérience pour filtrer ou utiliser cette option. Non? Vous savez qu'il y a deux manières de mettre les charges en se disant, bon, je vais revenir sur ça et je vais permettre de charger moins si je dois calculer pour réduire le temps. Les valeurs minimales absolues pour les forces qui seront tenues en compte. Si nous ne voulons pas charger des efforts qui sont insignificants, bon, ici simplement on doit indiquer la valeur. Non? Par exemple 0.1 et pour permettre le logiciel de charger moins. Bon, on va accepter et bien sûr on a réduit les combinaisons qui devront être chargées. Si nous allons dans les cas de charge, on a seulement chargé une seule combination, bien sûr, mais cette combination, comme le logiciel doit faire un calcul, revenons s'il vous plaît sur ça, doit faire une méthode incrémentale de charge en addition avec un processus itératif pour que l'équilibre des charges extérieures et intérieures sur le nœud doivent être moins que la tolérance qu'on a mis. C'est pour ça, dans chaque combination qu'on doit analyser, nous devons ajuster certaines valeurs pour que le processus du calcul tend à donner une solution. Ici, ça n'arrive pas, peut-être on doit revenir pour changer. Bon,
Et ça veut dire que dans cette combinaison qu'on a déjà vue, que c'est 1.35 poids propre plus 1.35 G1, cette combinaison-là, pour l'analyser, on va faire un échelon de charge de 5. C'est-à-dire qu'on va appliquer un 20%, un 40%, un 60% de la charge, un 90% jusqu'à atteindre à 100%. À chaque échelon de charge, une fois on a appliqué la charge, on va faire un calcul et on va vérifier si l'équilibre sur les nœuds des charges extérieures-intérieures est moins que la tolérance qu'on a mis. Si elle est moins, le logicien, il arrête, il continue avec le suivant échelon de charge. Mais s'il n'atteint pas ça, il va faire un processus d'itération, bien sûr, en réajustant la matrice de rigidité par rapport à cette non-linéarité des matériaux, d'éléments de contact qu'on a vu, soudure au vis, et bien sûr la considération aussi de la géométrie, parce que la géométrie n'est pas linéaire. Une fois elle a fait l'ajustage, il revient pour voir si le processus d'itération vérifie la condition de tolérance. Sinon, il arrive sur le 10 itérations, il n'y a pas de solution. Ce qu'il va faire, cette premier échelon de charge qu'on avait à 20% va être divisé à 5 points. C'est-à-dire qu'on va commencer, au lieu de sauter en 10% de charge, on va diviser ça, le 10% en 5 étapes. Et on va refaire, bien sûr, le modèle pour calculer. Comme vous voyez, c'est un processus qui est très exigeant en termes d'utilisation du temps, non, du procès, de la machine, de temps de faire la computationnelle de tous ces processus-là. Donc, tout ça peut être ajusté par l'utilisateur. Les valeurs qu'on a mis là sont déjà les valeurs normales. Donc, nous allons accepter et revenir sur ça. Donc, on a parlé de cas de charge. On revient maintenant sur charge. Comme bien sûr, un élément doit être porteur, c'est le cas du poteau et le poteau et la poutre. Et on va voir la charge qui a été amenée par le processus qu'on a déjà dit. Et cette charge, bien sûr, elle est appliquée jusqu'au point d'intersection rouge qu'on a à la droite, en tenant bien sûr le critère de charge. Mais on pouvait le déplacer si pendant l'introduction le calcul de cette charge, on a vu que la charge et qu'on a déduit, il est appliqué par exemple jusqu'à ras de lame, on doit mettre la distance ici. Mais en fin de compte, le lycéen, pour donner les informations à Apensis pour le calcul, ce qu'il va faire, il va déplacer toutes les charges qu'on a mis, ou bien dans ce point ou la distance qu'on a appliquée, il va l'amener au bord de la barre. Donc, pour l'amener au bord de la barre, simplement, il va faire ce que nous appelons, par exemple, la translation des charges, non? En appliquant, bien sûr, la longueur L, nous avons, c'est une donnée, bien sûr, qui a été mise dans le logiciel. Je vais fermer cette fenêtre-là. Nous allons venir au modèle. Au modèle, ici, la longueur qui a été appliquée. C'est ça, cette longueur qui permet de dessiner la coupure des barres. Et plus tard, que nous allons pouvoir, bien sûr, le prendre en compte en ce moment. Donc, on revient sur notre modèle. Cette charge que nous pouvons l'appliquer juste à l'intersection des axes ou au bord, le lycéen va le déplacer au bord de la barre. Bien sûr, dans ce cas simple, comme nous avons seulement un tranchant, en plus de tranchant, il va mettre un moment fléchissant de sens contraire, de telle forme que quand nous essayons d'avancer pour atteindre ou bien le point d'application de la charge, on va rester avec la valeur. Ce truc-là est nécessaire pour pouvoir faire le calcul, bien sûr, de notre modèle. Bon, ça c'est une partie très importante, comme vous l'avez parlé, et on va profiter, comme on est là, pour montrer l'utilité
de choisir les critères de filtrage des informations. Par exemple, nous sommes en train de voir comme avec 20 combinations et en appliquant un filtrage de plus de 100%, on peut aboutir à avoir une seule combinaison ou deux ou trois en fonction de la valeur minimale qui est introduite. Bien sûr, les combinations intermédiaires ne sont pas décisives car ils ne vont pas accompagner d'un effort axial plus grand ou pas. Mais par contre, si nous faisons un filtrage, par exemple, un cas, ce cas que nous sommes en train de voir là, c'est un exemple comme on nous montre qu'avec 8 combinations, on a besoin, avec deux cas de combinations qui ont été, avec 8 combinations qui ont été analysées, on a pris 6 minutes pour pouvoir gérer ça. Par contre, avec 426 combinations, on a pris 9 minutes. Bon, ça va dépendre. C'est l'importance du nœud que nous sommes en train de faire pour pouvoir filtrer bien ces combinations-là. Bon, nous revenons maintenant avec ça et on a parlé de charge. Dans l'option de calcul, la taille maximale, cette valeur, c'est la valeur normale. Si nous voulons avoir moins de temps, on peut le faire plus grand, mais les résultats des contraintes seront moins précis, non? La longueur de calcul pour la contrainte moyenne, on a déjà parlé, c'est une longueur qui, si elle est plus grande que la longueur de la soudure, il va nous donner les résultats pareils aux résultats que nous faisons à la main. Directement, on prenait la longueur et l'aire de la soudure pour avoir la contrainte moyenne. Par rapport, si on veut être plus exact, on réduit cette dimension, on pourra filtrer les contraintes différentes qui peuvent se donner au long de notre soudure. Le paramétrage de calcul de multiprocessus va être important. Bon, dans ce cas, c'est mieux de le laisser automatique. Comme ça, c'est le même CP qui va essayer de gérer la manière de transmettre à l'OpenSys les différentes tâches pour être pris par les différents processeurs les différents processeurs que nous avons dans l'ordinateur. Okay? Bon, ça, c'est aussi important. Ces valeurs sont bonnes là. Bon, si nous lançons le calcul, bon, pour ce cas simple là, je vais seulement vous montrer qu'à la fin, on a ce résultat que nous voulons avoir, des taux de travail maximal, et le logiciel va nous montrer pour les éléments qui composent notre assemblage et quel est l'élément qui a un taux plus haut que le reste. C'est ce que nous voyons là. Si nous voulons être plus précis et nous voulons voir dans la fenêtre la contrainte de von Mises en fonction des tas de combinations ou des cas de charge que nous avons, on choisit, on va pouvoir voir c'est la contrainte de von Mises et bien sûr aussi ce qu'on va voir la déformation équivalente. Ou si nous voulons aller plus loin, le déplacement complet, ouais, comment ça se réduit, on peut OK, bon, ça, c'est une façon de voir ça. À fin de compte, à la droite, nous allons avoir les vérifications sur les plaques, sur l'épaisseur des gauches. Bon, ici, on peut voir que c'est en espagnol parce que je n'ai pas changé le code avant de le faire. Je devais choisir le recode. Bon, on peut revenir sur ça. Si je reviens sur modèle, bien sûr, je ferme la fenêtre, j'accepte. Je viens sur norme, je change aérocode, je reviens sur assemblage et je vais sur calcul et je force le calcul pour qu'il fasse la mise à jour. OK, donc nous avons déjà
la vérification. Bien sûr, les vérifications que le logicien va faire dans le cas des vis et des boulons, et on a plusieurs vérifications qui seront faites. Non? Notre boulon au vis doit travailler à traction ou à compression ou peut être accompagné des efforts tranchants. Cette vérification sera faite et pour les soudures indépendantes des cas canoniques, la formulation va être vérifiée. Et si aussi, on a aussi la possibilité que le logicien y vérifie la déformation sur les plaques. Bon, ce qui est permis, c'est un 5%, et le logicien va nous donner la déformation qui est produite sur cette plaque, non, la maximale. Et ces conditions aussi seront vérifiées. Bien sûr, avec vérification, nous pouvons avoir une note de vérification sur tous les éléments qui composent notre union d'éléments. Bon, à niveau général, c'est un peu ce que on voulait transmettre, non? Que l'utilisateur a un peu les moyens d'avoir confiance avec l'utile qu'il est en train d'utiliser, qu'il peut choisir certains éléments et à la droite, on aura la mise à jour de cet élément, bien sûr, avec facilité. Si on accepte, on revient là. Je vais essayer de vous montrer parce que il nous manque peu de temps. Ici, nous avons une référence qu'on a saisie pour pouvoir faire le logicien. Et bien sûr, c'est un concept qui est assez élevé et nécessaire, non, pour pouvoir arriver là où nous sommes. Et c'est bien sûr la première version. À mesure qu'on va améliorer certains aspects du logicien, elle va pouvoir arriver presque à 100% de tous les unions ou les types d'unions que nous pouvons atteindre. Je vais revenir sur le logicien et je vois si... Par exemple, fichier IP-Connect 2. Ici, je vous montre simplement certains types d'assemblages qui sont faits. Certains sont malins, mais vous voyez les opérations. On a créé des plans pour faire des coupures à 45 degrés sur un profilé, sur l'autre profilé. On a fait des ajustages, 1, 2. On a mis des vis sur 1, sur 2. Et bien sûr, on a fait le calcul avec calculer et c'est un peu le concept. Pour ma part, c'est essayer de vous transmettre un peu la sécurité d'utiliser le logicien avec toutes ces options-là. Et on va vous en placer dans les webinaires futurs sur l'usage de développement de certains assemblages. Comme ça, et plus en plus, vous pouvez utiliser le même outil pour arriver à faire tous ces assemblages qu'on ne pouvait pas les faire d'une autre façon, non? Avec la méthode canonique. Je ne sais pas si Véronique, tu veux ajouter quelque chose pour fermer la séance? Merci Antonio. Eh bien, puisque nous n'avons pas de questions, je vous contacterai individuellement à tous les assistants, en fait, pour savoir votre opinion en tant que professionnel, pour savoir si vous souhaitez recevoir l'enregistrement de cette session et pour vous envoyer une offre promotionnelle en tant qu'assistant à ce séminaire d'aujourd'hui. Eh bien, je vous remercie de votre assistance et votre participation et on vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Merci à Véronica, merci à tous et à la prochaine. On parlerait peut-être on va saisir un assemblage et on va faire toutes les démarches pour le résoudre. Bon. Mais c'est sûr que toutes les notions qu'on a apprises dans ces deux premières vont nous servir pour continuer. OK. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.